ma saga Amityville. Je vois qu'il y a des curieux qui ont voulu voir la suite. Non, je déconne. Allez, trêve de plaisanterie. Dans l'épisode 1, je relatais les premiers faits de la famille DeFeo, le massacre d'Amityville, qui est à l'origine de tout ce qui va suivre. Effectivement, un an après la tuerie, la maison allait à vendre au prix de 80 000 $ seulement. Elle va être achetée par la famille Lutz, qui va dire par la suite qu'il y a eu des phénomènes très bizarres dans cette maison. Et c'est pour ça qu'on va tirer plusieurs livres, dont après seront tirés les films. Une fois donc emménagés, le 18 décembre 1975, les Lutz vont dire très rapidement qu'il y a eu énormément de faits paranormaux dans cette maison. Des faits qui ne seront pour aucun étayés par des preuves solides. Je pense plutôt que les Lutz ont profité de l'achat de cette maison où il y avait eu un carnage pour en faire une maison hantée. D'ailleurs, ils ont bien su en vivre par après, car ils ont eu des droits sur les livres et sur certains des films qui ont été faits sur l'histoire. Donc, je pense plutôt de ce côté-là qu'ils en ont profité plus qu'autre chose. Maintenant, chacun est en droit de penser ce qu'il veut sur les faits paranormaux. Après moi, sur ce coup-là, j'y crois pas trop, même si les USA sont toujours un monde à part. Pour en revenir sur les Lutz, ils étaient au courant du passé macabre de la maison grâce à leur agent immobilier, mais décident quand même de s'y installer, donc après faut pas se plaindre. Ils y resteront que 28 jours avant de prendre la fuite. Donc, les événements que je vais citer après sont vraiment à prendre avec des pincettes parce que c'est la version des faits des Lutz. Apparemment, dès le premier jour d'emménagement, donc un an après la tuerie des DeFeo, on a vu ça dans le premier épisode, en plein milieu de l'hiver, les Lutz ressentent une présence dans la maison. Également, quelques heures après leur arrivée, Harry, leur chien, est presque mort pendu. Il essaya de sauter au-dessus de la clôture, mais sa chaîne était trop courte. Ainsi, le chien manqua de s'étouffer suspendu au milieu de la clôture. Bon, pour moi, perso, je pense que ça aurait pu arriver à n'importe quel animal. Sur les conseils d'un ami, toujours le même jour, George Lutz fait venir un prêtre à la maison pour la bénir. Après une inspection, le prêtre recommande à la famille de ne pas utiliser la chambre à l'étage. Dans cette chambre, il a ressenti quelque chose et a entendu une voix lui dire de s'en aller. Les nuits suivantes, George Lutz se réveille régulièrement à 3h15 en pleine nuit. Il se sent fatigué, mal à l'aise et entend des bruits étranges. 3h15, si vous vous souvenez de ma première vidéo, c'est l'heure à laquelle Ronald DeFeo assassina toute sa famille. Donc, George Lutz est également sujet à des sautes d'humeur. Il a un changement inhabituel de son hygiène de vie. Il a froid en permanence et du coup il est régulièrement à couper du bois dehors pour faire du feu pour se réchauffer. Kathy Lutz, sa femme, ressent elle aussi une présence d'une pièce à l'autre de la maison. Elle pense qu'il s'agit d'une femme. Sa présence la dérange et l'effraie. Des nuées de centaines de mouches apparaissent dans la maison sans raison apparente en pleine journée. George Lutz rapporte que sa fille Missy avait un ami imaginaire sous la forme d'un cochon nommé Jody. Jody lui aurait dit qu'il était content qu'elle soit là et qu'elle allait rester dans cette maison pour toujours, ce qui aurait du coup effrayé Missy. Bon, je tiens juste à préciser que le cochon est apparu à l'emménagement dans la maison, pas avant. Et que Jody le cochon, apparemment, du coup, il s'est bien planté parce qu'ils se sont barrés à vite fait, bien fait. Bref, quoi qu'il en soit, les températures chutent de plus en plus dans la maison. La famille entend des bruits de pas et des portes qui claquent. Les enfants hurlent de plus en plus souvent et sont aussi témoins de ces événements. Des résidus noirs se forment à certains endroits de la maison. Le 14 janvier 1976, très tôt le matin, les Lutz se prennent la fuite, après 28 jours de tourments. L'événement de trop survient la veille de leur départ au soir. Il y a une tempête dehors, le vent souffle avec rage et secoue la porte d'entrée. Le couple décide alors d'aller dormir pour retrouver le calme. Mais, une fois installés dans leur lit, George est témoin de l'impossible. Sa femme, Kathy, lévite. Une force la soulève et elle plane de quelques centimètres au-dessus du lit. Cependant, elle est toujours endormie. George tente de bouger, mais il est cloué au lit, maintenu dans la capacité de faire quelques mouvements.
Harry, le labrador, quant à lui, est agité. Il marche en cercle, il vomit à répétition. Mais George n'arrive pas à se lever pour l'aider. Au matin, la décision du père est prise. Ils ne peuvent plus rester à endurer des faits inexpliqués. Donc voilà, la version des faits de George et Cathy Lutz. Comme je disais, à prendre avec des pincettes. Donc 2 options. Soit la famille a monté un énorme canular, soit c'était réel ou du moins partiellement. Après, la famille s'est enfuie donc pour la Californie, abandonnant toutes leurs affaires et mobilier dans la maison. L'histoire commence à faire du bruit. La famille Lutz accepte par la suite de laisser plein d'enquêteurs pénétrer au 112 Ocean Avenue. Ces derniers succèdent avec plein de différentes opinions et le passé macabre de la maison d'Amityville commence à être évoqué. Après vérification auprès du musée de l'histoire locale de la ville, le Amityville Historical Society, ils apprennent que la maison a été construite sur un ancien sénatorium utilisé par les Amérindiens et où beaucoup périrent. Des chefs indiens auraient été enterrés sur la propriété. Donc, certains pensent qu'une malédiction amérindienne est responsable du surnaturel de la maison. Le 6 mars 1976, les Warren entrent dans la maison, accompagnés d'une équipe de médiums et parapsychologues. Il y a aussi une équipe de télévision qui les suit. Pour ceux qui ne connaissent pas les Warren, je ferai une vidéo sur eux plus tard. C'est un couple d'Américains écrivains spécialisés dans les sciences occultes et présentés comme des chasseurs de fantômes. Into that home, I knew that I was dealing with a tremendously powerful evil force. Evil that doesn't always personify itself in a home like that. So I took a relic, it was only a second-class relic of Padre Pio, tight in my hand, and asked for his guidance with discernment in this home. As I walked throughout the house with my husband, Ed, I remember walking into the front room, and in that room, I could see what appeared to me to look like bodies, all wrapped, all in a line. And I thought, oh my God, how awful, how awful, how awful. And remember holding that relic tight in my hand and just saying a little prayer to myself. And then they asked if I would go on to the second floor. So I started to walk stairs. It was frightening. It was intimidating. I said, I hope this is as close to hell as I'll ever get. I went into Missy's room, and I'm looking at furniture there. And I believe, if I'm not mistaken, that some of that furniture belonged to the DeFeo family. And I thought, oh my God, just a frightening feeling, like you're looking over your shoulder. It felt like whatever was there was just totally taking over my mind, and so that it was hindering what I was there to do, which was to discern and investigate. I left that room and went across the hall. I stood there looking at that mirrored tile wall, and I sat on the bed. I sat on the bed where Mr. and Mrs. DeFeo were shot to death. I realized I was in a home that was kind of like the ultimate in the personification of evil. Something that would affect you on your weakest, most vulnerable level. Anybody, wouldn't matter who you were. And it was a battle to keep your peace in that home, because what was there could break you down so easily. So easily you could be broke down in that house. Lui se prétendant démonologue et elle se prétendant comme médium et clairvoyante,
Ils sont impliqués dans un certain nombre d'affaires supposées de possession, d'exorcisme, de poltergeist, qu'ils auraient aidé à résoudre. Ils ont accumulé dans une pièce de leur résidence un grand nombre d'objets qui seraient responsables des affaires auxquelles ils se sont intéressés. Bref, revenons à nos moutons. Donc, tout ce beau monde dans la maison est présent, sauf George Lutz qui ose même pas rentrer. Pendant l'inspection, Lorraine Warren ressent une profonde tristesse. Elle perçoit des corps alignés, recouverts de draps blancs. À l'étage, elle a d'horribles sensations. De toutes les personnes présentes ce jour-là, beaucoup ressentent un mal puissant dans la maison. À l'étage, le caméraman est frappé d'une douleur intense à la poitrine. Mais bon, en attendant devant les caméras, il ne se passe rien de visuel. Ils prennent du coup des photos. Rien de spécial. Jusqu'à cette photo, véritable coup de théâtre. Sur la photo, un enfant est visible en bas à gauche. Le problème, c'est qu'aucun enfant était présent ce jour-là. Cette photo deviendra mondialement connue. Mais bon, l'affaire fait encore aujourd'hui débat. En tout cas, pour résumer l'affaire Amityville, c'est un ensemble d'événements survenus entre 1974 et 1976 dans cette demeure au 112 Ocean Avenue, dans la petite ville côtière d'Amityville. C'est sur Long Island, à l'est de New York, aux États-Unis. La maison est située dans les quartiers aisés d'Amityville. Après les événements et probablement après la diffusion du film, les deux lucarnes du deuxième étage sont souvent perçues comme les yeux du diable. La maison, après les meurtres, avait été repeinte en blanc par l'agence immobilière. En effet, son passé macabre n'attirant pas les acheteurs, sa couleur sombre arrangeait rien. Depuis, la maison est passée entre de nombreuses mains et aucun des nouveaux propriétaires qui l'ont achetée après les Lutz n'a jamais signalé une quelconque manifestation anormale. Donc, les expériences Lutz sont sujets à controverse. Comme je vous disais, moi perso, j'y crois pas trop. À la fin du mois de mai 2010, la maison est mise en vente au prix de 1 150 000 $, soit 929 000 €. Donc, en conclusion, j'aurais jamais les moyens de l'acheter, c'est mort. En 2016, la maison est de nouveau remise en vente. Après, là, par contre, j'ai pas plus d'infos par la suite. Ça s'arrête en 2016. Je sais pas du tout ce que la maison est devenue. Voilà, l'histoire de la maison la plus connue d'Amérique. Maintenant, vous savez tout sur Amityville. J'espère que ça vous a plu. Si oui, un pouce bleu. Sinon, pas de pouce bleu. Abonnez-vous, c'est gratuit. Et puis, je vais essayer de créer un compte Utip, un Instagram aussi, parce que j'ai pas d'Instagram, j'ai que Facebook et Messenger. Instagram, c'était pas trop mon truc, mais je pense qu'avec la chaîne YouTube, je vais devoir en ouvrir un. Donc voilà. Alors, je vous dis bye et faites gaffe à vous.